Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'histoire captivante de l'histoire d'aujourd'hui. Dans Astérisque entre l'amour et la douleur Astérisque, la vie de Marie et Luc Fournier change en un cas lorsqu'ils découvrent Gabriel, un nouveau-né prématuré abandonné dans une ruelle de Paris, marqué par les conséquences de la consommation de drogue de sa mère biologique. Faisant face à des défis médicaux accablants et à une bataille judiciaire pour l'adoptant, le couple découvre la profondeur de l'amour véritable, qui les unit et les transforme. Même après des opérations et la cohabitation avec l'autisme de Gabriel, la force de leur famille se révèle encore plus grande lorsqu'ils adoptent 3 sœurs jumelles, créant ainsi un foyer rempli d'amour et d'espoir. Une histoire de dépassement, de foi et de la magie de l'amour inconditionnel. Abonnez-vous et partagez avec ceux qui aiment ces histoires émouvantes. Le vent cinglant serpentait dans les rues étroites de Paris, murmurant des secrets que personne d'autre n'entendait. Marie Fournier marchait sans but, le manteau serré contre sa poitrine, mais incapable de contenir la douleur qui bouillonnait dans son cœur. Elle avait besoin d'air, besoin de fuir l'appartement où chaque mur semblait résonner de la dispute avec Luc. 10 ans. 10 ans d'efforts, de consultations médicales, de rêves qui mouraient avant même de commencer. L'infertilité était une ombre planant sur elle, et cette nuit-là, elle semblait plus sombre que jamais. Elle tourna un coin et se retrouva face à une ruelle faiblement éclairée, où le trottoir se transformait en un mélange de déchets et de feuilles mortes. L'odeur aigre des ordures était forte, mais quelque chose d'autre attira son attention. Un faible bruit, brisé, comme le cri d'un oisillon blessé. Marie s'arrêta, le cœur battant, et regarda autour d'elle. « C'est juste mon esprit qui me joue des tours, » pensa-t-elle. Mais le bruit revint, insistant, faisant frissonner sa peau. Avec des pas prudents, elle s'approcha de la source, repoussant du bout de la botte un sac poubelle déchiré. Sous une couverture sale et usée, elle aperçut un petit corps. Le bébé était presque immobile, les lèvres bleutées par le froid. Une tache violacée couvrait une partie de son visage, un signe de naissance ou peut-être quelque chose de plus grave. Les yeux fermés, les petites mains repliées contre sa poitrine comme si elles imploraient de la chaleur, de l'amour. Marie sentit quelque chose se briser en elle. Était-ce un miracle ou une cruauté de la vie? Elle ne savait pas, mais une chose était sûre, elle ne pouvait pas le laisser là. D'une main tremblante, elle prit le bébé dans ses bras, la chaleur de son corps se mêlant au sien, comme s'ils étaient destinés à se rencontrer. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, la voix étranglée. Une vague d'émotion l'envahit, et elle sentit des larmes chaudes et inattendues naître. Le poids du bébé était surprenant, un rappel de sa fragilité. Pendant un instant, le monde autour disparut, et tout ce qui existait était ce petit être, abandonné et dépendant d'elle. Mais, au loin, des pas résonnèrent, tirant Marie de sa transe. Quelqu'un s'approchait, et la peur s'empara d'elle. Qui aurait laissé un bébé ici? Et s'il revenait le chercher? L'instinct la poussa à reculer, serrant le bébé contre sa poitrine. Son cœur tambourinait, et une vague d'adrénaline l'emporta. « Je dois le protéger », pensa-t-elle. Sans réfléchir davantage, elle se retourna et s'enfuit de la ruelle, sans idée de comment ce moment allait changer sa vie à jamais. La seule certitude était que, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose en elle s'était éveillé. Une flamme, une possibilité d'amour au milieu de la douleur. En traversant les portes tournantes de l'hôpital Saint-Louis, Marie sentit son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Le bébé était toujours dans ses bras, son petit corps fragile enveloppé dans la couverture sale qu'elle avait trouvée. Des infirmiers et des médecins accoururent dès qu'elle expliqua la situation, la voix tremblante de panique et de soulagement. Le bébé fut rapidement emmené en salle d'urgence, et Marie se retrouva immobile dans le couloir, les mains vides et l'âme en morceaux. Elle voulait crier, courir, faire quelque chose, mais tout ce qu'elle pouvait faire, c'était attendre. Les heures passèrent. À chaque minute, l'angoisse de Marie grandissait, accompagnée de la douleur de ne pas savoir ce qui allait se passer. Enfin, un médecin aux cheveux gris et au regard sévère s'approcha d'elle. « Il est stable », dit-il d'une voix qui se voulait bienveillante mais portait la gravité de la situation. Cependant, il y a des complications. Marie sentit ses jambes fléchir. « Des complications », murmura-t-elle, la panique montant dans sa gorge. Le médecin soupira. « Le bébé a une condition rare. Il ne peut pas être nourri par voie orale sans risquer un arrêt cardiaque. Nous avons découvert qu'il y a une malformation interne. L'intestin n'a pas été correctement développé. » Il la regarda avec un mélange de pitié et de préoccupation. « Nous continuons à faire des examens pour mieux comprendre l'ampleur du problème.
Il est probable que cela soit lié à des facteurs pendant la grossesse. Possiblement l'usage de substances. Marie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le bébé, si vulnérable, avait déjà souffert plus que n'importe quel être humain ne le devrait. La nouvelle tomba comme un coup, et des larmes jaillirent à nouveau. Elle avait fait le bon choix en l'amenant ici, mais un flot de doute l'envahit. Comment pouvait-elle, elle qui avait résisté à l'idée d'adoption, se retrouver si profondément liée à un enfant qui affrontait des défis apparemment insurmontables? Dans les jours suivants, le bébé resta sous surveillance constante. Marie allait et venait de l'hôpital, partagée entre le désespoir et la soudaine responsabilité qu'elle ressentait désormais. L'affaire attira l'attention de la police, qui impliqua rapidement l'équipe d'enquête. Les caméras de surveillance de la ruelle furent analysées, révélant des images choquantes. Une femme à l'apparence négligée, marchant d'un pas hésitant et au regard perdu, laissant le bébé entre des sacs poubelles avant de disparaître dans l'obscurité. Quelques jours plus tard, une dénonciation anonyme mena la police à la mère biologique. L'histoire se répandit comme une traînée de poudre dans les journaux locaux, choquant la communauté parisienne. La femme fut identifiée comme Jeanne Moreau, une sans-abri toxicomane, marquée par la pauvreté et des années de dépendance. Lorsque les reporters racontèrent son histoire, le monde découvrit qu'elle menait une vie misérable, incapable de s'occuper d'un enfant, et la tragédie de sa décision devint un symbole des défaillances d'une société qui ne protège pas ses plus vulnérables. Les premiers rayons du soleil traversaient les hautes fenêtres de l'hôpital lorsque Marie, épuisée, prit son téléphone et appela Luc. Sa main tremblait tandis qu'elle composait le numéro, la peur de sa réaction la consumant. Sa voix, encore ensommeillée et tendue, répondit avec un halo lointain. Marie inspira profondément, ressentant le poids de ce qu'elle s'apprêtait à dire. « Luc, j'ai trouvé un bébé abandonné, » dit-elle, les mots s'échappant en un souffle. Un silence suivit de l'autre côté de la ligne, un silence qui parut interminable. « Tu as trouvé un bébé ?» L'incrédulité de Luc était palpable. Elle expliqua rapidement, ses mots trébuchant les uns sur les autres, et il resta sans voix. Mais lorsque Marie lui demanda de venir à l'hôpital, sa voix s'adoucit. « J'arrive, » dit-il, sans hésitation. Peu de temps après, Luc arriva, le visage encore marqué par l'inquiétude et la fatigue d'une nuit sans sommeil. Lorsqu'il vit le bébé, ses yeux se remplirent de larmes, quelque chose que Marie n'avait jamais vu auparavant. Il s'approcha lentement, observant le petit corps entouré de tubes et de fils, mais toujours si fragile et précieux. « C'est comme s'il était déjà le nôtre, » dit Luc, la voix brisée par l'émotion. C'était un sentiment inexplicable, mais que Marie ressentit aussi, une confirmation silencieuse que ce bébé, d'une certaine manière, avait pénétré leur vie pour la combler. Quelques jours plus tard, la nouvelle que la mère biologique du bébé avait été arrêtée fit la une des journaux. Jeanne Moreau fut retrouvée et arrêtée, et dans un moment de compassion inattendue, elle exprima son souhait que la personne qui avait trouvé le bébé, si elle le voulait, le garde. Marie fut émue en entendant la nouvelle, une chaleur inexplicable remplissant son cœur. C'était presque comme si le destin l'avait choisi, elle et Luc, pour être les parents de ce petit garçon. La décision était encore loin d'être définitive, mais cela leur donna de l'espoir, un aperçu d'une possibilité qu'ils n'avaient jamais envisagée. Le bébé, bientôt nommé Gabriel, nécessiterait une opération délicate pour corriger la malformation intestinale. Le risque était grand, mais Marie et Luc restèrent à ses côtés. Entre ses gardes à la clinique dentaire, où elle était une dentiste renommée, et les heures que Luc passait à gérer la célèbre boulangerie qu'il dirigeait et réputée pour ses croissants parmi les meilleurs de France, il trouvait des moyens de rester auprès de Gabriel. Leur travail était important, mais rien ne semblait plus essentiel que ce petit miracle qui luttait pour sa vie. Marie portait dans la poche de sa blouse un étui d'instruments dentaires, un rappel constant de sa responsabilité professionnelle, mais aussi un symbole de son engagement envers la guérison, non seulement de ses patients, mais aussi de son propre cœur et de la petite vie qu'elle avait sauvée. Luc, quant à lui, arrivait à l'hôpital les doigts encore imprégnés de l'odeur de beurre et de farine, sa présence apportant une chaleur qui faisait croire à Marie que, même au milieu de la douleur, la vie avait encore quelque chose de beau à offrir. Le son des moniteurs cardiaques remplissait la chambre d'hôpital d'une régularité implacable, une mélodie de vie soutenue par des machines. Gabriel avait réussi à passer l'opération, mais les médecins n'avaient pas pu reconstruire complètement son intestin. Une poche de stomie fut mise en place pour permettre à ses intestins minuscules et fragiles de fonctionner minimalement. Marie regardait son fils avec un mélange d'amour et de douleur,
sentant le poids de la responsabilité qu'elle avait assumée. À ses côtés, Luc lui tenait la main, tentant d'offrir une force qu'il n'était pas sûr d'avoir lui-même. Les jours suivants furent un tourbillon de nouvelles dévastatrices. En plus de la poche de stomie, Gabriel souffrait de convulsions fréquentes. Les médecins expliquèrent que son cerveau avait été endommagé à cause de la consommation de drogue pendant la grossesse. Le petit corps de Gabriel livrait une bataille constante, et Marie et Luc ne quittaient pas son chevet. Chaque nouvelle crise était un rappel douloureux de sa vulnérabilité. À chaque attaque, Marie sentait comme si un couteau transperçait son cœur, et la seule chose qu'elle pouvait faire était de prier. Marie s'accrocha à la foi d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Chaque après-midi, elle et Luc se rendaient à l'église, s'agenouillant sur les bancs en bois et suppliant pour un miracle. Elle regardait l'autel, la figure sereine de la Vierge Marie, et ressentait un mélange d'espoir et de désespoir. « S'il vous plaît, veillez sur lui », murmurait-elle, les larmes coulant sur son visage. C'était tout ce qu'elle pouvait faire, à part l'aimer et se battre pour être sa mère. Le processus d'adoption, cependant, se révéla être une montagne presque impossible à gravir. Marie et Luc ne figuraient pas sur la liste officielle des adoptants, et le système bureaucratique semblait vouloir les éloigner encore plus du bébé qu'ils avaient sauvé. Même avec la recommandation de la mère biologique, Jeanne, les autorités exigeaient une déclaration formelle. Désespérée, Marie prit la décision difficile de rendre visite à Jeanne en prison. Son cœur battait fort lorsqu'elle entra dans le bâtiment gris et sombre, un lieu où les péchés de l'humanité semblaient s'accumuler sur chaque mur. Jeanne Moreau était assise de l'autre côté de la vitre, maigre et les yeux cernés, mais quelque chose d'humain pulsait encore dans son regard. « Vous êtes venu me demander de l'écrire, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix rauque. Marie acquiesça, incapable de dissimuler son émotion. Elles parlèrent, et malgré toute la douleur, Jeanne accepta de mettre sa volonté par écrit. « S'il peut avoir une chance avec vous, alors qu'il en soit ainsi, » dit-elle, avec un regard chargé de regrets accumulés. Quelques jours plus tard, la nouvelle de la mort de Jeanne en prison choqua tout le monde. Marie resta paralysée en entendant le récit. Jeanne avait été brutalement attaquée par d'autres détenus, qui ne lui avaient pas pardonné d'avoir abandonné son bébé. C'était une ironie cruelle, un rappel de la brutalité du monde, surtout envers ceux qui avaient fauté sans jamais trouver de rédemption. Marie ressentit une pointe de tristesse pour Jeanne, bien que sa priorité absolue soit désormais Gabriel. Malgré toute cette obscurité, Marie et Luc restaient aux côtés de Gabriel. Ils nécessitaient une autre opération, cette fois aux yeux, pour tenter de corriger sa vue. Il était nourri par une sonde, mais malgré tout, le couple voyait des éclats d'espoir dans les sourires occasionnels du bébé et le toucher doux de ses petites mains. Ils croyaient que, même au milieu de tant de souffrances, l'amour qu'ils partageaient pouvait accomplir des miracles. Les mois qui suivirent furent une véritable montagne russe d'émotions. Marie avait décidé de quitter son travail pour se consacrer entièrement aux soins de Gabriel. C'était une décision difficile, mais elle savait que le bébé avait besoin d'elle chaque seconde. Luc, de son côté, continuait de travailler à la boulangerie, mais sa présence à l'hôpital restait constante. Il y passait presque tout son temps, apportant à Marie la chaleur des croissants frais le matin et des dîners rapides le soir. Il se relayait auprès de l'incubateur de Gabriel, leur cœur battant à l'unisson à chaque petit progrès du garçon. Au fil des mois, Gabriel, né prématuré et ayant lutté pour survivre dès ses premiers jours, commença à prendre du poids. C'était un miracle qui semblait répondre aux prières désespérées de Marie. Elle se rappelait de chaque fois où elle s'était agenouillée à l'église, ses supplications résonnant dans la salle vide, et ne pouvait s'empêcher de sentir que la Vierge Marie l'avait entendue. Le bébé, autrefois si fragile qu'un souffle de vent aurait pu l'emporter, devenait plus fort. Mais le processus d'adoption traînait toujours, et la peur ne quittait jamais le cœur de Marie. Enfin, la première audience avec la juge fut fixée. Marie et Luc entrèrent dans la salle d'audience, leurs mains entrelacées si fort que leurs doigts blanchissaient presque. L'atmosphère était froide et impersonnelle, mais les paroles qui allaient y être prononcées pourraient tout changer. La tension augmenta encore lorsqu'une femme inconnue se présenta, une tante éloignée de Gabriel, qui avait décidé de se manifester et d'offrir sa maison pour s'occuper de l'enfant. Le cœur de Marie s'arrêta presque. Une vague de peur et de désespoir la submergea. Elle avait veillé sur Gabriel pendant des mois, surveillant chaque respiration difficile, chaque opération délicate, chaque petite victoire. Elle et Luc avaient tissé un lien avec lui qui semblait indestructible, et tout cela était maintenant en péril.
La tante biologique de Gabriel avait des droits, et la possibilité de perdre l'enfant qu'ils considéraient déjà comme leur fils était dévastatrice. La juge, avec un regard sévère, examina les preuves présentées. Pendant que le processus se poursuivait, Gabriel, désormais en assez bonne santé pour sortir de l'hôpital, ne put aller chez Marie et Luc, mais fut envoyé dans un foyer d'accueil jusqu'à ce que la décision officielle soit rendue. Marie regarda, impuissante, les infirmiers emporter Gabriel, ses petits yeux s'ouvrant et se refermant sans comprendre le monde autour de lui. Les larmes coulèrent sur son visage, la sensation écrasante de le perdre la laissant sans souffle. De retour à la maison, le silence était assourdissant. Marie ne savait pas comment combler le vide laissé par Gabriel. Luc faisait de son mieux pour garder l'espoir vivant, mais tous deux sentaient qu'une partie de leur âme avait été arrachée. Chaque jour sans le bébé était un combat, mais Marie n'était pas prête à abandonner. L'amour pour Gabriel, si pur et sincère, était sa force motrice. Elle savait qu'elle aurait besoin de tout pour affronter la prochaine bataille. Le vent glacé de Paris semblait encore plus mordant ce matin-là, tandis que Marie et Luc se préparaient à affronter une nouvelle audience au tribunal de la famille. Les nuits sans Gabriel à la maison étaient un supplice, un silence qui envahissait chaque recoin de l'appartement où il l'entendait autrefois respirer doucement dans son berceau improvisé. Marie ressentait ce vide comme une plaie béante, et Luc, toujours son pilier, commençait à montrer des failles. Leurs regards étaient tristes, les conversations devenaient plus courtes, et les repas étaient marqués par le son du silence. L'amour qu'ils partageaient était encore là, mais l'incertitude rongeait leur paix. L'audience judiciaire était un moment qu'ils redoutaient et attendaient avec espoir. Marie serrait fort la main de Luc, et il la pressait en retour, chacun cherchant du courage chez l'autre. Dans la salle du tribunal, la tante de Gabriel était assise de l'autre côté, affichant une expression oscillant entre culpabilité et détermination. Marie ne pouvait s'empêcher de ressentir un tourbillon d'émotions, colère, peur, et une profonde sensation d'injustice. Mais au fond, il y avait aussi de la compassion. La tante faisait partie de la famille biologique de Gabriel, quelqu'un qui avait peut-être aussi souffert de façon que Marie ne comprenait pas. La juge observait chaque argument, et les avocats présentaient des preuves et des témoignages. L'avocate de Marie et Luc souligna le lien qu'ils avaient créé avec Gabriel, le sacrifice qu'ils avaient fait, et l'amour inconditionnel visible dans chacune de leurs décisions. De son côté, la tante plaidait que, en tant que parente biologique, elle avait le droit de tenter de donner à Gabriel un foyer au sein de sa propre famille, une tradition profondément ancrée dans la culture française. Après l'audience, le couple quitta le tribunal épuisé, comme si l'espoir était un fil sur le point de se rompre. Le processus d'adoption était un parcours semé d'embûches, et chaque petite victoire semblait vite éclipsée par de nouvelles complications. Pourtant, il y avait un fil d'espoir auquel ils s'accrochaient de toutes leurs forces. Marie savait que renoncer n'était pas une option. Le souvenir de Gabriel luttant pour sa vie à l'hôpital, de sa guérison miraculeuse, était l'inspiration dont elle et Luc avaient besoin. En attendant, ils continuaient à rendre visite à Gabriel dans le foyer d'accueil, un bâtiment qui ressemblait plus à une prison qu'à un endroit où des enfants devaient grandir. Il souriait quand il les voyait, son petit visage s'éclairant comme s'il savait que ces deux personnes étaient ses vrais parents. Luc apportait des jouets et des croissants tout frais de la boulangerie, et Marie lisait des histoires, même s'il était encore trop jeune pour comprendre. Chaque visite était un rappel que l'amour était un choix, et il choisissait d'aimer Gabriel chaque jour. Cependant, les doutes et les peurs hantaient toujours Marie. Elle se demandait si l'amour suffirait, si le miracle qu'ils imploraient se réaliserait réellement. Il était difficile de garder la foi lorsque tout semblait si fragile. À l'église, elle continuait ses prières, demandant non seulement un miracle pour Gabriel, mais aussi la force de faire face à tout ce qui restait à venir. La salle d'audience était pleine de murmures lorsque l'audience reprit. La tension était presque palpable, et Marie sentait son cœur se serrer alors qu'elle se préparait pour ce qui semblait être la bataille finale pour Gabriel. Luc était à ses côtés, sa présence solide comme un roc, mais elle savait que même lui ressentait le poids de l'incertitude. La tante de Gabriel, une femme au visage marqué par la dureté de la vie, était assise en face, les bras croisés dans une posture défensive. Elle avait été intransigeante jusqu'à ce moment, insistant sur son droit de prendre soin de Gabriel, même si elle ne l'avait jamais connu. Mais l'avocate de Marie et Luc, une femme au discours doux mais d'une grande perspicacité, avait un dernier atout, une rencontre en face à face, sans les formalités du tribunal, où les deux femmes pourraient parler à cœur ouvert. La juge, dans un geste de compassion,
permit la conversation. Et Marie se retrouva assise dans une petite salle à côté de la tante de Gabriel. L'atmosphère était silencieuse, mais chargée d'émotions. Marie respira profondément, les mains légèrement tremblantes. « Je n'ai jamais eu d'enfant, commença-t-elle, la voix empreinte de sincérité. Mais, quand j'ai trouvé Gabriel dans cette ruelle, quelque chose en moi a changé. Il n'est plus qu'un enfant que j'ai soigné à l'hôpital. Il fait partie de moi maintenant. Chaque fois qu'il sourit ou attrape mon doigt, j'ai l'impression qu'il nous a choisis, d'une certaine manière, pour être ses parents. » La tante, les yeux fixés au sol, écoutait attentivement. Marie continua, cette fois avec des larmes coulant sur ses joues. « Je sais que vous avez des droits, et je ne suis pas ici pour vous les enlever. Mais je veux que vous sachiez que l'amour que nous avons pour Gabriel est immense. Nous avons passé des nuits blanches à ses côtés, nous l'avons vu lutter pour survivre, et il est devenu notre fils à tous égards qui compte. » La femme plus âgée soupira profondément, ses épaules se relâchant enfin. Sa mère, ma nièce, n'était pas mauvaise, dit-elle, la voix brisée. Elle était perdue, victime des circonstances et de la drogue. Mais elle aurait voulu que Gabriel ait une chance d'être aimé. Les mots furent prononcés avec douleur, mais aussi avec une touche de tendresse. La tante regarda Marie, ses yeux s'adoucissant enfin. « Peut-être que vous êtes le foyer dont il a besoin. » Marie sentit une chaleur envahir sa poitrine, une lueur d'espoir qu'elle craignait de nourrir. Elles se quittèrent avec une poignée de main empreinte de respect mutuel, et le tribunal se réunit de nouveau. La juge, après avoir entendu toutes les déclarations, se leva pour rendre son verdict. Le silence était total. « Après avoir considéré tous les arguments et les circonstances, je décide que la garde permanente de Gabriel sera accordée à Marie et Luc Fournier, » déclara la juge, d'une voix ferme. La salle explosa en murmures, mais Marie n'entendait rien. Elle se tourna vers Luc, les yeux remplis de larmes, et ils se serrèrent dans les bras comme si leurs âmes étaient enfin en paix. La tante de Gabriel sourit tristement, mais elle aussi avec acceptation. Elle savait qu'elle faisait le bon choix. Lorsque Marie et Luc rentrèrent à la maison, enfin avec Gabriel dans les bras, ils entrèrent dans la chambre qu'ils avaient préparée avec tant de soin. Les murs étaient peints de tons doux de bleu et de vert, des étoiles en papier brillaient au plafond, et le berceau les attendait, entouré de peluches. Marie posa Gabriel avec précaution, le cœur empli de gratitude et d'amour. Le combat avait été long et douloureux, mais le miracle était là, couché devant eux, prêt à commencer une nouvelle vie, entouré de l'amour qu'ils avaient rêvé de lui donner. Le temps, avec sa manière douce et implacable de transformer les choses, avait passé rapidement. Gabriel était maintenant un beau garçon de 10 ans, avec des yeux pétillants de curiosité et un sourire qui illuminait chaque pièce. Il avait subi plusieurs opérations, y compris celle qui avait permis de retirer la poche de stomie, un jalon important que sa famille avait célébré avec joie et soulagement. Grandir entouré de l'amour de Marie et Luc avait fait de lui un enfant heureux, malgré les cicatrices d'un début de vie difficile. Les médecins avaient expliqué que, en raison des complications de la prématurité et de l'exposition aux drogues pendant la grossesse, Gabriel montrait des signes d'autisme. Il avait certaines difficultés intellectuelles, mais cela ne l'avait jamais empêché d'être un enfant plein de vie, avec un amour particulier pour la musique et une passion pour compter les étoiles dans le ciel, une activité qu'il partageait avec sa mère chaque soir. Marie et Luc s'étaient dévoués à lui offrir le meilleur soutien possible, acceptant sa condition avec le même amour inconditionnel qu'ils avaient promis dès le premier jour. À ses 10 ans, la vie de la famille Fournier prit un nouveau tournant miraculeux. Marie et Luc, sentant que leur foyer pouvait encore accueillir plus d'amour, décidèrent d'adopter à nouveau. Cette fois, ils furent bénis par l'arrivée de 3 sœurs jumelles, Amélie, Sophie et Claire. Les filles, aux cheveux bruns bouclés et au rire semblable à de la musique, apportèrent une nouvelle vague de joie à la famille. L'appartement à Paris, autrefois silencieux et marqué par la nostalgie, débordait désormais de rires, d'histoires et de courses endiablées. Gabriel, qui comprenait déjà toute l'histoire de ses origines et de sa mère biologique, n'avait jamais laissé la douleur le définir. Il avait appris à voir son histoire comme un parcours rempli d'amour et de rédemption. Il grandissait en sachant que la vie, malgré tous ses défis, avait quelque chose de magique et qu'il avait été choisi, pas seulement sauvé. Aux côtés de ses 3 sœurs, il devint un grand frère protecteur et affectueux, toujours prêt à inventer des jeux et à veiller sur les plus jeunes avec un amour infini. Le dernier dimanche de l'été trouva la famille réunie dans un parc, les rayons du soleil les enveloppant comme une bénédiction.
Luc aidait les filles à monter sur un grand carrousel en bois, tandis que Marie regardait Gabriel assis sur l'herbe, entouré de son carnet de dessins et de crayons de couleur. Il leva les yeux vers sa mère et lui sourit, un de ces sourires qui portait le poids de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, mais aussi la légèreté d'un amour qui transcende toute adversité. Marie ressentit une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Le cycle de douleur et d'amour se fermait enfin, laissant place à quelque chose de plus grand encore. Un foyer, une famille, et une vie pleine, construite avec patience, sacrifice et foi. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous et commentez ce que vous pensez de cette belle histoire. Et ferais-tu la même chose pour le bébé? Laisse ton like et à la prochaine fois.